Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un peu plus d'un mois qu'on est propriétaire de notre nouveau Ram 3500 et tel que promis, c'est dans l'épisode d'aujourd'hui que je vais vous présenter en détail le camion. Je vais vous dire un peu ce que j'aime le plus et ce que j'aime le moins de ce camion-là. C'est la première fois de toute ma vie que je commande un camion vraiment sur mesure selon mes besoins. Pour le commander, j'ai été sur le site web de Ram, j'ai coché toutes les options qui m'intéressaient, puis j'ai amené ça à mon concessionnaire chez Témis Ram, puis ils me l'ont commandé vraiment comme je le voulais. Fait que ça, c'est le camion de mes rêves qui répond exactement à mes besoins sans que j'ai besoin de payer pour des options que je voulais pas. C'est ça que je faisais dans le passé. D'habitude, j'étais comme trop pressé, puis je voulais avoir un camion le plus vite possible. Fait que j'allais au concessionnaire, puis je prenais ce qu'il y avait de disponible. Mais là, celui-ci, c'est vraiment le camion que je voulais. C'est quoi ce camion-là? C'est un Ram 3500 2021 avec le groupe d'équipement Laramie et j'ai la boîte de 8 pieds, puis le camion, c'est un crew cab. Il faut savoir que le Ram 3500 se fait aussi avec un méga cab qui est encore plus allongé que le mien, mais je le trouvais déjà assez long comme ça, puis de toute façon, on essaie de rester le plus court possible pour fitter un petit peu partout dans les espaces de stationnement, fait que ce camion-là va être parfait pour nous autres. J'ai opté pour le Night Package. Le Night Package, c'est quoi ça? C'est tous les accessoires sur le camion sont noirs, soit lustrés ou soit noir mat. Donc, on a les mags qui sont noirs, on a la grille qui est noire, tous les emblèmes sur le camion sont noirs. Puis, j'ai opté pour la peinture noire sur le camion, mais il faut savoir qu'on va éventuellement le wrapper et changer de couleur. On va vous montrer ça en temps et lieu. J'ai bien hâte de vous montrer ce que ça va donner comme résultat final. Mais de base, si on enlève le wrap un jour, il va être tout noir. Je regrette un petit peu mon choix parce que noir, c'est très, très salissant, mais je trouve ça très, très, très beau. Surtout avec le Night Package, ça donne encore plus de look. Puis, les lumières au LED, je vais donner un gros A+ pour Ram. Je les ai testés, ça a pris du temps parce qu'avec le couvre-feu, on n'a pas pu le tester rapidement. Mais dernièrement, on a pris la route avec les nouveaux phares au LED, puis ça fait toute la différence par rapport à notre F-150 où on voyait presque rien à l'avant. Puis en plus, nos amis de chez Laser, c'est ceux qui font les barres de LED qu'il va avoir sur notre Lucky Basecamp, m'en ont offert une supplémentaire que j'ai pu installer sur le Ram. Et laissez-moi vous dire que ça fait mal. C'est vraiment intense. Quand on l'allume, c'est comme si c'était le jour, fait que ça va être vraiment plus pour une utilisation hors route. Mais quand on est en hors route, un peu comme on a dû faire pour se rendre ici, ça va être très, très apprécié. Maintenant, qu'est-ce qui se retrouve sous le capot de notre Ram 3500? Eh bien, c'est un fameux comme moteur diesel Cummins, mon premier moteur diesel à vie. J'avais jamais conduit de camion diesel auparavant. Puis, laissez-moi vous dire que j'adore l'expérience à date. Le couple qu'on sent aussitôt qu'on pèse sur la pédale, ça change vraiment tout par rapport à un moteur au gaz. Surtout que là, en plus, on ne traîne pas quelque chose de super, super lourd. L'option que je regrette peut-être de ne pas avoir pris, c'est de ne pas avoir pris la transmission Aisin avec le moteur HO qui donne un petit peu plus de performance et une capacité de remorquage supplémentaire. Pourquoi je ne l'ai pas pris? Parce que c'était une option qui était quand même assez dispendieuse. On parle de plus de 4 000 à 5 000 de plus quand on le commande directement. Puis l'autre chose, c'est que je ne prévois pas de tirer de charge plus grosse que juste une caravane portée. Fait qu'au niveau du moteur et de la transmission, elle ne sera pas sollicitée autant que si on traînait une grosse fifth wheel de 40 pieds. Dans notre cas, on va rester toujours avec un 2-3 000 livres de charge dans la boîte. Fait que ça ne me servait à rien d'avoir une capacité de remorquage de 33 000 livres. Je pense que c'est le maximum qu'on peut aller chercher avec le Ram 3500. Fait que j'ai pas payé pour l'upgrade parce que je pensais pas en avoir besoin. J'espère ne pas en regretter mon choix un jour. Je sais que la réputation de la transmission de Ram était quand même bonne, malgré que la Aisin, c'est sûr qu'elle a une très, très bonne réputation. Mais c'est un peu le point faible chez Ram, la transmission qui n'est pas encore à jour avec une transmission 10 vitesses comme chez la plupart des compétiteurs, 8 ou 10 vitesses. De ce côté-ci, c'est une transmission à 6 vitesses. Puis,
faut savoir, si vous êtes propriétaire d'un camion 1500 puis vous pensez upgrader dans la série 3500, il y a une adaptation à avoir au niveau de la transmission parce que ça cogne un petit peu plus dur les changements de vitesse. C'est moins doux que sur un 1500, mais c'est sûr que c'est un camion qui est fait pour travailler, pour avoir des grosses charges. Fait que quand il y a des changements de vitesse, on les sent un petit peu plus. Puis c'est un peu la même chose au niveau de la suspension, mais je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Pour ceux qui se posent la question, avec la configuration qu'on a dans notre camion, le moteur Cummins va développer 370 chevaux et 850 livres-pieds de couple, contrairement au moteur à chaud, le moteur High Output qu'on aurait eu en option, qui lui aurait développé 400 chevaux et plus de 1000 livres-pieds de couple, ce qui est vraiment impressionnant, ce qui est le sommet dans la catégorie des 3500. Mais comme je disais tout à l'heure, je ne pense pas que nous, de notre côté, on va l'exploiter assez pour que ça soit vraiment utile d'avoir autant de puissance. Fait que ça faisait mon affaire d'y aller comme ça. Sous le capot, il y a aussi une autre option intéressante que j'ai ajoutée au camion, c'est l'option des 2 batteries et des doubles alternateurs de 440 ampères. Et ça, on va vraiment en tirer avantage avec le Lucky Basecamp. Si jamais vous ne suivez pas et vous ne savez pas c'est quoi le Lucky Basecamp, je vais vous mettre le lien de la vidéo où je vous présente ce campeur-là dans la description. Dans le Lucky Basecamp, on va passer 2 énormes couettes de fil entre les batteries du camion et les batteries du Lucky Basecamp. Ça va nous permettre de recharger hyper rapidement les batteries du campeur à l'arrière. Après quelques heures de route seulement, les batteries vont être quasiment rechargées au complet. Puis le camion va également pouvoir servir de génératrice en cas où il ne ferait pas soleil pendant plusieurs journées en ligne puis on manque d'énergie. On va pouvoir se servir du camion pour recharger très rapidement les batteries. Fait que ça va être un gros atout pour nous, cette option-là qu'on a ajoutée. Passons maintenant aux 2 choses que j'aime moins sur le design extérieur du Ram 3500. La première chose, c'est les miroirs. Je dis que je les aime moins, mais en fait, c'est plus en comparaison avec ce qui se fait chez Ford et chez GM pour avoir conduit un camion Ford pendant des années. J'aimais beaucoup le concept du miroir. De ce côté-ci, quand il est à l'horizontale comme ça, le design, je trouve que c'est super beau. Ça donne un look de véhicule ordinaire plutôt que d'un gros camion. Mais la visibilité est presque nulle de cette façon-là parce que le miroir se retrouve à être mal divisé. Tu as la portion qui est vraiment miroir standard, puis tu as la portion qui est miroir grand angle, mais dans cet angle-là, le miroir grand angle se retrouve à nous montrer en hauteur, alors que ce qu'on veut, c'est qu'il nous montre en largeur tout ce qui est en périphérie du camion. Fait que c'est comme mal divisé quand il est dans cette position-là, puis ça nous donne quand même un angle mort, chose qu'on essaie d'éviter avec un camion comme ça parce qu'il est tellement immense qu'on essaie d'avoir des yeux partout sur la route sans avoir besoin de se retourner. Tandis que quand il est en position verticale comme ça, là, il se retrouve à être beaucoup mieux divisé. Puis là, l'angle mort disparaît complètement parce que le miroir grand angle, lui, est dans la bonne direction comme ça. Mais ce que je trouve, c'est personnellement, à mon goût, le design est un peu douteux quand il est comme ça, en vertical. Ça fait comme un grand bras. Le miroir est super éloigné. Puis de notre côté, bien, en fait, depuis qu'on a le camion, on les laisse toujours en l'air comme ça parce que la visibilité est vraiment moins bonne quand il reste à l'horizontale. Fait que j'aime mieux le garder comme ça. Fait que ça nous donne toujours un look un peu plus douteux que j'aime un peu moins. Je trouve que de ce côté-là, ce qui est fait chez GM, Chevrolet et Ford, je le trouvais plus intéressant que lui, le miroir reste toujours à vertical puis va juste entrer et sortir selon si on a besoin d'avoir un point de vue plus large ou non. J'aimais mieux ce qui était fait de ce côté-là. Mais bref, on va vivre avec parce que le reste du camion m'emballe beaucoup. Passons maintenant à la deuxième chose que j'aime moins sur le camion. Présentement, on ne la voit pas, mais c'est le haillon arrière, la tailgate du Ram, que je ne suis pas un grand fan. En fait, c'est la seule compagnie Ram sur les modèles Heavy Duty, les 2500 et 3500, qui n'a rien fait pour faciliter l'accès à la boîte arrière du camion. Chez Ford, il y a la petite marche qui est cachée à l'intérieur du haillon. Chez GMC, il y a la tailgate intelligente qui se défait en plusieurs morceaux. Je ne suis pas le plus grand fan de celle-là parce que j'ai vu que tout le monde l'accroche sur des boules, sur des attaches remorques, mais je trouve au moins ils ont fait un effort pour faciliter l'accès à la boîte, tandis que chez Ram, ils l'ont fait dans la série 1500 avec la porte qui est comme style porte de grange qui rouvre dans les deux sens, soit par en bas ou soit de côté. Dans les 2500 et 3500, j'ai aucune idée pourquoi, mais ils ne l'ont pas amélioré. Fait que pour cette année, en 2021, l'accès est difficile. Puis pourquoi ça nous touche personnellement? Parce que là, présentement, vous voyez qu'il n'est même pas là, la tailgate, pour pouvoir entrer ce campeur-là. Mais avec le Lucky Basecamp, on conserve la tailgate du camion. Puis avec la série Ford, bien, l'accès au Lucky Basecamp va être beaucoup plus facile parce qu'il y a la petite marche qu'on peut sortir avec le petit bras pour se tenir, pour s'aider à monter. Tandis que nous autres, il va falloir qu'on pense à une solution pour avoir soit des escaliers escamotables ou soit un tabouret
tabourets pour réussir à monter à l'intérieur. Moi, personnellement, j'ai pas de problème à sauter puis à monter dans le camion directement, mais pour des personnes de plus petite taille ou soit pour les chiens, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour l'accès au Lucky Base Camp. Fait que j'aurais aimé ça que Ram se force un petit peu plus au niveau de la tailgate. Je suis convaincu que dans les prochaines générations, ils vont probablement intégrer peut-être le même système qui est sur les 1500, mais pour l'instant, c'est pas le cas, puis c'est une déception de mon côté. Une des options que j'ai prises et que j'étais vraiment pas sûr si c'était une bonne idée, c'est la suspension à air. Parce que là, dans les 3500, c'est pas comme le 2500, c'est pas une suspension complète à air, c'est vraiment juste ce qu'on va appeler des ballons. C'est vraiment des coussins d'air qui viennent aider la suspension à l'âme du camion pour que ça lui donne plus de rigidité, puis pour remettre le camion au niveau quand on met du poids à l'intérieur de la boîte ou sur l'attache-remorque à l'arrière. Fait que j'ai opté pour cette option-là de série parce que ça peut se rajouter par après. Il y a plusieurs marques qui vont en faire des aftermarket. Moi, de mon côté, j'ai pris celle d'origine. Puis je n'avais pas trouvé beaucoup d'informations, mais je dois vous avouer qu'à date, je suis très satisfait de mon choix. L'avantage, c'est qu'on n'a rien à faire. Le camion s'occupe de gérer les ballons lui-même. Il y a un compresseur intégré. On n'a même pas de bouton à appuyer. On a juste un bouton à appuyer si on veut baisser la pression puis faire baisser la pression d'air pour qu'il vienne s'accoter vraiment sur la suspension. Mais sinon, autrement, aussitôt qu'on s'assied dans le camion, on allume le camion, puis il vient gonfler les ballons vraiment au bon niveau. Fait que ça fait une super belle job. C'est confortable sur la route. Il l'ajuste très bien. Puis j'ai même eu l'occasion de le tester avec une roulotte à l'arrière. On est allé porter la roulotte de la mère de Valérie à Baie-Saint-Paul dans les grosses côtes, puis tout ça, avec le campeur plus la roulotte à l'arrière. La suspension a fait une super belle job la suspension à air a fait une super belle job pour venir mettre ça au niveau. Le camion était parfaitement droit, même avec tout ce poids-là dessus. Puis ça s'est super bien comporté sur la route. Puis même quand on se promène en hors-route avec le setup actuel, c'est très, très confortable. Ils sont bien ajustés. Si par contre, vous aimez ça, avoir des réglages vraiment personnalisés, bien là, peut-être vous êtes mieux de ne pas prendre l'option de série puis de vous installer un compresseur puis des ballons aftermarket, puis vous pourrez le gérer par vous-même parce que ceux-là, on ne peut pas les ajuster manuellement. Je suis un peu confus au niveau de la petite porte pour mettre le carburant à l'intérieur. Je ne suis pas certain, le petit bouchon rouge, premièrement, c'est dur à enlever. Puis sur un camion de ce prix-là, je ne sais pas, il faut-tu qu'on l'enlève pour de bon, puis on fait juste rentrer le fusil à essence directement, à diesel, directement dans le camion, ou est-ce qu'il faut conserver ça? Parce que si c'est le cas, il me semble que c'est un peu cheap pour un camion de cette valeur-là. Puis, comme tous les camions récents avec un moteur diesel, il y a le système anti-pollution. Donc, il faut mettre du DEF, du Diesel Exhaust Fluid, dans ce petit réservoir-là. Puis là, j'ai une question pour vous, ceux qui connaissent un peu plus ça que moi. À quel point le DEF va aider l'environnement par rapport à la quantité de bidons que ça prend pour remplir ça? Je sais qu'il y a certains postes à essence qui vont avoir le DEF directement avec un fusil où on n'a pas besoin de gaspiller des bouteilles, mais souvent, quand il nous en manque, c'est pas nécessairement dans un endroit où on peut l'avoir comme ça. Fait que moi, à date, j'en ai acheté chez Canadian Tire, puis ils rentrent 2 gros bidons en plastique à utilisage unique, qu'après ça, on peut pas faire grand-chose avec. Puis c'est un petit peu comme le lave-vite, là, je trouve. On dirait que c'est comme un non-sens de se dire que pour sauver l'environnement, on crée du plastique à la place. Fait que bref, s'il y a quelqu'un qui connaît mieux ça que moi puis qui pourra me confirmer que c'est mieux de créer du plastique inutile puis de le recycler que de mettre que la pollution qu'un moteur diesel peut faire d'origine. Écrivez-moi ça dans les commentaires, je suis curieux d'en savoir plus parce que pour l'instant, je suis un peu confus. Même chose pour le petit bouchon rouge. J'ai l'impression que ça, je vais avoir ma réponse dans le guide d'utilisation, mais s'il faut vraiment le conserver, je trouve que c'est peut-être pas la meilleure solution. Puis en plus, on ne sait pas où le mettre quand on met du gaz. Il est tellement léger qu'il part au vent, fait que là, il faut le mettre dans nos poches, mais mettre un truc qui sent le diesel dans nos poches, me semble que c'est un non-sens pour moi. Dans mon groupe d'options, j'ai aussi l'entrée sans clé. Donc, quand on arrive proche du camion avec la clé dans notre poche, on fait juste mettre notre main dans la poignée comme ça, puis ça débarre toutes les portes du camion. Puis, j'ai aussi opté pour le marchepied électrique qui se déploie automatiquement aussitôt qu'on ouvre une porte. Puis, pourquoi j'ai opté pour le marchepied électrique? Premièrement, j'aimais le fait que quand il n'est pas en utilisation,
il vient se replacer comme ça. C'est super design, on ne le voit pas, il disparaît de notre vue. Puis aussi, quand on va être en hors-route, ça nous donne un petit peu plus de clairance en dessous que si on avait un marchepied qui était toujours déployé à temps plein. Puis quand on est en hors-route, si on veut, on peut vraiment l'empêcher de se déployer pour éviter qu'il se déploie puis qu'il y ait un obstacle en dessous. Fait qu'on peut juste le barrer ou l'activer quand on en a besoin. Puis honnêtement, pour un camion de cette taille-là, ça prend ça parce que même moi, je trouve que la marche est très, très haute si on n'avait pas de marchepied. Puis encore plus dans des situations comme là, présentement, on est surélevé à cause que le sol n'était pas au niveau. Fait que là, la marche se retrouve à être super haute. Fait que le marchepied est vraiment utile dans cette situation-là. Passons maintenant à l'intérieur du Ram et c'est là vraiment qu'il se distingue par rapport à tous les autres camions des différentes marques. Au niveau du confort, au niveau du look, les bancs sont hyper confortables. On a les petits boutons ici pour les ajuster. Là, on est en train de changer pour la position de Val. Ou quand je pèse sur le 1, on peut avoir ma position à moi. Et c'est vraiment des bancs qui sont très, très confortables. On a fait un petit peu de route avec à date. Là, ça fait un mois qu'on le teste. Puis on est vraiment bien dedans. Le système de ventilation est vraiment super efficace. Même chose pour le chauffage des bancs. On a également le volant qui est chauffant. Puis toutes les composantes, le volant est en cuir, les bancs sont en cuir. On sent qu'il y a de la qualité. Puis on sent que tous les matériaux sont mous et confortables partout où est-ce qu'on touche. Fait qu'on sent qu'il y a vraiment de la qualité qui a été mise dans les matériaux de l'intérieur du Ram. Et aussi au niveau des technologies. Au niveau des technologies, il est vraiment en avance sur les autres camions pour l'instant du moins, avec la génération 2021. Nous, on a pris l'option avec le grand écran de 12 pouces qui est vraiment superbe, il est bien placé. Tous les boutons, je trouve que le placement des boutons est vraiment super. Il y a même un endroit pour rentrer notre téléphone puis avoir la recharge sans fil. On a pris l'option, nous autres, d'avoir tous les switches auxiliaires dans le tableau de bord directement, en fait, sous l'écran. Fait que ça nous permet, pour nos accessoires, genre les barres de LED qu'on a mis à l'avant, la barre de LED qu'il va y avoir sur le top du camion, on va éventuellement mettre un compresseur d'air super puissant pour gonfler nos pneus quand on va sortir du hors-route. Fait que tout ça va pouvoir être contrôlé à partir de ces switches auxiliaires-là. On a également nos boutons pour le mode quand on est en mode remorquage. On a aussi le Diesel Exhaust Brake, qui ça est une option sur les moteurs diesel. Je ne sais pas si toutes les marques l'offrent, mais honnêtement, j'adore ça. C'est un peu le même concept que les freins Jacob sur des gros camions. En fait, c'est qu'on utilise le moteur pour ralentir le camion dans des grosses côtes à pic. Et même, ceux qui connaissent le coin de la petite rivière Saint-François, c'est un super beau coin, mais la côte pour s'y rendre est vraiment très, très abrupte. Et avec le Diesel Exhaust Brake, on n'a même pas besoin d'appuyer sur la pédale de frein, fait qu'on brise pas, on fait pas d'usure prématurée sur nos freins. Le camion s'occupe de ralentir par lui-même, c'est super confortable sur la route. Même sur la grande route, souvent je vais mettre le cruise control à on, puis quand on va arriver dans des côtes, le camion va gérer tout seul son freinage à l'aide du Diesel Exhaust Brake. Fait que ça fait vraiment une conduite qui est sans tracas, on n'a pas besoin de se soucier de tout ça. Puis on a nos petits boutons pour désactiver les sensors en avant du véhicule et à l'arrière quand on va se stationner. Si jamais vous avez une remorque à l'arrière, ça va se désactiver puis on n'entendra pas un bip 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 tout le temps quand on vient pour accrocher ou décrocher le campeur ou une roulotte à l'arrière. Fait que c'est plus agréable comme ça. Sinon, j'ai peut-être un reproche à faire au niveau de l'écran 12 pouces. Il est quand même bien organisé, mais honnêtement, je trouve qu'il est mal exploité contrairement à ceux qui ont déjà embarqué dans une voiture Tesla. On dirait qu'on est des années en avance au niveau de l'ordinateur de bord puis de la gestion du gros écran. Je trouve qu'il en profite beaucoup plus. Quand on est arrêté comme ça, l'écran est pratiquement inutile, tandis que dans une Tesla, on peut aller regarder un film sur Netflix ou des vidéos YouTube, on peut aller sur Spotify, tout ça directement dans l'écran quand on est arrêté, bien sûr, là, pas sur la route. Puis je trouve que du côté de RAM, on n'exploite pas bien ce gros écran-là. Même chose aussi au niveau des caméras. Le système de caméras et les caméras sont de super bonne qualité. On a des angles partout pour vérifier le camion. Mais quand on est sur la route, on peut juste avoir un accès à juste un preview d'à peu près 10 secondes de nos caméras. Fait que si, comme dans notre cas, étant donné que le miroir ne fonctionne pas parce qu'on a le campeur à l'arrière, ça serait le fun de pouvoir utiliser la moitié de notre écran comme un miroir puis qu'on puisse savoir en tout temps qu'est-ce qui se passe à l'arrière du camion. Là, il faut qu'on aille dans le menu chercher la caméra. Fait que c'est plus une distraction que d'autres choses. Je trouve que ça devrait être possible là, de la faire afficher pendant qu'on conduit. C'est assez dommage que ce n'est pas le cas. Puis même chose aussi,
On comprend que RAM, étant donné que ce n'est pas dans tous les camions qui ont l'option de l'écran de 12 pouces, on comprend qu'ils ont vraiment divisé en deux parties d'écran. C'est comme si on avait deux écrans de bord d'un autre type de véhicule qui n'aurait pas l'écran de 12 pouces. Fait que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'applications qui prennent vraiment l'avantage de l'écran 12 pouces. Comme exemple, quand on met Apple CarPlay, on va juste avoir la partie du haut qui va être Apple CarPlay. Fait que si vous voulez utiliser Google Maps au lieu du GPS interne du véhicule, il va juste être sur la moitié de l'écran, puis en bas, vous allez avoir d'autres informations, mais je trouve que ça aurait été le fun qu'on puisse avoir des applications toujours pleine grandeur puis que ça soit mieux optimisé. Mais sinon, autrement, au niveau du look puis au niveau de la fonctionnalité, c'est facile d'avoir accès à tous les boutons qu'on a besoin, puis j'aime beaucoup ça. Sinon, au niveau du rangement, je trouve qu'il est super bien fait aussi au niveau de la console. Très, très bien divisé. La console est immense. Il y a beaucoup de rangements. On peut déplacer des objets selon notre besoin, comme le fond de la caisse là, vraiment se bouge. Puis on peut vraiment moduler le rangement selon ce qu'on a besoin. Fait que ça, je trouve que ça a été super bien fait chez RAM. En terminant, la dernière information, je pense que tout le monde veut savoir, puis que moi, je voulais savoir avant de me le procurer, c'est quelle sera la consommation de carburant de ce camion-là avec un campeur. Là, présentement, il faut dire qu'on a un campeur d'à peu près 2000 livres. Le Lucky Basecamp qu'on va mettre sur le camion éventuellement va peser à peu près 3000 livres, mais je ne pense pas que ça va avoir une grosse incidence au niveau de la consommation de carburant parce que c'est plus l'aérodynamisme qui est brisé un peu à cause du campeur qui crée comme un mur au-dessus. Ça risque d'être un peu la même chose avec le Lucky Basecamp. Au niveau de la consommation de carburant, présentement, dans le setup actuel, on est autour de 17 litres au 100 km quand on est sur la grande route. Ça va osciller là, entre 16 et 17. Et quand on est en ville, on va être autour de 19 et 20. Fait qu'un combo des deux qui actuellement nous donne à peu près entre 17 et 18 litres au 100 km, que ce soit un mélange de ville et de grande route. Fait que ça vous donne une petite idée. Puis sinon, je pense que ça complète notre petite tournée, mais c'était quand même une tournée assez détaillée. Si jamais il y a des coins du camion dont je n'ai pas parlé, que vous aimeriez en savoir plus, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Puis, si vous avez remarqué, on est dans un beau décor enchanteur. On a repris la route. On est présentement sur la route, fait que vous allez pouvoir suivre nos prochaines aventures dans les prochains épisodes à venir. Fait que n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Fait que là-dessus, on se dit à la prochaine. Bye tout le monde!